ravi d'accueillir sur cette table ronde Vianney Cocan de chez Action, Bertrand Kick et Nils Trulson de chez Telerik, Nicolas Roger de Somme Numérique et Lucas Roguet de chez Bloop. On va commencer avec vous, messieurs, Vianney, Nicolas. On va, si ça vous embête pas, on va entamer voilà, on va faire un petit binôme, tout à fait, pour notamment partager un certain nombre de questions sur lesquelles je vais vous interroger l'un et l'autre. Première question. Alors avant de vous poser des questions, je vais vous présenter quand même, à minima. Vous avez un micro avec vous? Allez-y. Vianney Cocan, vous êtes ingénieur chez Action. Action est un opérateur français d'infrastructures numériques spécialisé dans la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux multiservices, fibre optique, couverture mobile, IoT, vidéoprotection, etc. etc. J'ai pas forcément tout développé, mais n'hésitez pas à en ajouter si j'ai oublié quelques éléments et quelques spécialités, et notamment pour les territoires et les entreprises. Quant à vous, Nicolas Roger, vous êtes directeur adjoint au sein du syndicat mixte Somme Numérique. Somme Numérique exerce la compétence d'aménagement numérique du territoire sur l'ensemble des communes du département de la Somme, si je ne me trompe pas, ainsi que sur la partie séno-marine de la communauté des communes des villes sœurs, donc vraiment sur la côte, plutôt que le côté sympa de la côte. Effectivement, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux, alors peut-être avec une double vision, une vision nationale, une vision peut-être départementale, si ça vous va. On commence peut-être par vous, Vianney, sur comment se décompose l'IoT finalement en France, déjà dans un premier temps, et la même question après pour vous, Nicolas, sur le département. Vianney, je vous donne la parole. Avec plaisir. Bonjour à tous, donc Vianney Cocan, je suis ingénieur avant-vente au sein d'Action Région. Juste en aparté pour compléter ta présentation, Action, on fait partie du groupe Bouygues. On est une entité de 2500 personnes, on fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est un opérateur d'infrastructures historique. On crée des réseaux fibrés, donc c'est-à-dire qu'on a la compétence de développer, d'étudier, de concevoir, de maintenir et d'exploiter les réseaux fibrés derrière. Dans cette compétence réseau, aujourd'hui, et notamment notre présence ici sur la partie objets connectés, on a, avec des réseaux d'initiatives publiques, avec des clients, avec des collectivités et avec des partenaires dont Somme Numérique fait partie, commencé à développer des réseaux portant l'objet connecté. La technologie utilisée, le LoRaWAN. Donc au national, on va accompagner les collectivités, on va mettre en place les réseaux, on va mettre en place le conventionnement, en gros, tout l'administratif lié à l'exploitation d'un réseau, et on va mettre à disposition le réseau près des collectivités. Le but du jeu, c'est, sur l'IoT, on décompose en 3 parties. On crée le réseau, on crée le support de connectivité de l'objet. La deuxième partie, c'est l'objet connecté. Il va se connecter sur un réseau et on va pouvoir faire communiquer l'objet avec le réseau. Et la troisième partie, qui est le mode intégration, on va aller récupérer la donnée et on va aller exploiter la donnée. Action intervient sur les 3 parties. On est en capacité de tramer tous ces axes-là. Avec Somme Numérique, on a un choix en tant que partenaire sur l'expérimentation qu'on a avec eux, d'étudier le réseau, de trouver les bonnes solutions en fonction des zones géographiques, de déployer une connectivité avancée et d'avancer ensemble sur des cas d'usage et des cas de besoin. La partie utilisation de la donnée, elle est gérée à 100% par Somme Numérique. Et ça, on le fait au national. D'accord, alors justement, comment ça se répercute au niveau départemental? Est-ce qu'on a aussi un exemple peut-être de cette mise en application au niveau du département? Oui, donc bonjour. Donc juste rapprocher le micro. Pardon, ok. Donc Somme Numérique, du coup, je reprécise, c'est plutôt la casquette publique de ce déploiement et cet aménagement numérique du territoire. Donc effectivement, comme disait Vianney, aujourd'hui, la vision départementale se traduit par l'aménagement de 21 antennes réseau LoRa. Donc c'était au départ sous forme d'expérimentation. Donc on est plutôt aujourd'hui sur le Vimeux, on est plutôt sur le Pontier-Marcanterre. Donc c'est toujours sympa en termes de déploiement. Quelques communes sur ces secteurs-là se sont également appropriées la thématique pour d'autres cas d'usage, j'en parlerai après. Et puis on est également présent sur Amiens sur une expérimentation dans nos propres locaux et un tout petit peu sur Avre-Lusnois et Terre de Picardie. Donc on est plutôt un peu partout, pas de manière très dense. Donc ça représente 21 gateways et s'il fallait amener une couverture départementale, il faudrait en amener 400. Donc aujourd'hui on est au début de l'histoire. Cette expérimentation va quitter le stade de l'embryon et passer en mode généralisation. Donc aujourd'hui, toujours avec Action, notre partenaire du moment, on travaille là-dessus et on vient de commander donc, la pose de 50 nouvelles gateways. Donc aujourd'hui, ça y est, on avance, on va très vite là-dessus. Donc ça, c'était pour la partie couverture. Et effectivement, on évoquait la donnée juste avant. Aujourd'hui, on est dans un contexte où la donnée commence à valoir très cher. Je pense que certains hackers s'en sont rendus compte, revendent ça très cher. Et les élus ont enfin compris que la donnée était très importante et qu'il fallait peut-être
être un peu plus souverain là-dessus et on laisse de moins en moins la main aujourd'hui aux opérateurs que vous êtes. Désolé, mais quand c'est possible, la donnée, on la laisse chez nous maintenant. Donc, et ça, vous le savez très bien, on a des obligations en termes de RGPD, la CNIL commence à s'en mêler. Donc c'était important aussi qu'on s'en empare. En tout cas, c'est le message qu'on passe. Alors justement, quand vous dites on s'en empare, c'est nous qui la traitons, on protège vos données. Concrètement, comment ça se passe? Parce qu'on va utiliser des services numériques aujourd'hui au sein du département, on va utiliser des objets connectés, on va parfois nous-mêmes transmettre notre donnée de manière volontaire. Comment aujourd'hui vous traitez cette donnée? Comment vous la protégez? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un data center sur Amiens. On a la chance d'avoir un réseau de fibre optique sur le département de la Somme. Pour que les données ne circulent pas sur un réseau tierce, on va essayer d'aller fibrer l'ensemble des réseaux LoRa pour ramener dans un tronc de collecte, alors sans rentrer trop dans le technique, et ramener l'ensemble de ces données dans le data center Somme Numérique. À partir de là, on peut traiter ces données, la mettre dans une plateforme interopérable, souveraine et toujours propriété des collectivités. Alors justement, avant d'arriver, parce que c'est un sujet qui va nous intéresser, parce que c'est effectivement, vous l'avez dit, il y a un vrai débat autour de ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un traitement particulier au niveau national ou est-ce qu'effectivement cette compétence-là est transmise dans les départements, dans les régions? En fait, la particularité qui est sur le traitement de la donnée, le fait que la donnée soit souveraine à la zone, département ou région, elle est identique au national. On se doit aujourd'hui de collecter des données, de les sécuriser de bout en bout, et d'assurer le stockage derrière. D'où le fait d'avoir des data centers qui aujourd'hui sont souverains, c'est-à-dire opérés par les régions, opérés par des acteurs locaux. Alors juste pour nous rassurer, est-ce qu'on peut faire un état des lieux justement de ce qui se passe en termes de RGPD? Vous l'avez dit, la CNIL, c'est compliqué, elle était là avant de manière punitive, aujourd'hui elle essaie de faire de la sensibilisation aussi, la RGPD vient conforter ça, on sait que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un DPO. Concrètement, c'est quoi l'état des lieux? Alors peut-être pas à l'échelle du national, mais au moins à l'échelle de notre territoire à nous. C'est quoi l'état des lieux finalement de cette RGPD? Est-ce que c'est appliqué? Est-ce qu'on est couvert? Je ne suis pas sûr de vous faire plaisir. Décidément, je pense que c'est le leitmotiv de toutes les tables rondes. Je suis en train de perdre tout espoir. Ok. Donc effectivement, RGPD applicable depuis mai 2018. Aujourd'hui, d'un point de vue collectivité, dans la Somme, on n'est pas aujourd'hui les meilleurs élèves de France. 41% des entités publiques de la Somme ont nommé un DPO, contre 52 au national. Ça, c'est au niveau public. Au niveau public. Donc ça, c'est des chiffres qui viennent de la CNIL. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la CNIL commence à mettre son nez dans les collectivités qui n'ont pas mis en place de DPO. Et ça se traduit malheureusement sous forme de sanctions financières. Très lourdes. Ça veut dire que la CNIL a les moyens, en tout cas la possibilité, le pouvoir de sanctionner financièrement à la même hauteur qu'une entreprise? Elle n'a pas la possibilité, elle le fait réellement. Elle le fait réellement et on a aujourd'hui maintenant des jurisprudences qui montrent des communes avec de très lourdes amendes, on est à 5 chiffres. D'accord, effectivement. Et donc là, c'était au niveau public. Est-ce qu'on a une idée au niveau privé? Est-ce qu'on est capable, parce que peut-être que c'est dur d'aller collecter cette donnée-là, est-ce qu'on est capable de se dire si concrètement il y a une maturité des entreprises sur cette loi RGPD? Alors j'espère qu'effectivement dans le monde, alors j'ai pas les chiffres, j'espère sincèrement que dans le monde du pro, on est plus avancé. La particularité du département de la Somme en termes d'entités publiques, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a 780 communes, autant du coup de responsables de données à avoir. Je pense que le monde pro est aujourd'hui plus sensibilisé. Alors on arrive en fin de salon, c'est presque dommage de faire de la pub, mais juste pour information, il y a des acteurs au sein de ce salon-là qui traitent ces sujets-là, des acteurs privés qui peuvent accompagner notamment des entreprises sur la cybersécurité, sur le traitement RGPD. Concrètement, c'est quoi le conseil qu'on aura envie de donner aujourd'hui? Celui qui ne s'y est pas mis, concrètement, c'est quoi le premier levier ou le premier pas à faire? L'urgent, nommer un DPO. Même si on s'arrête là, déjà par rapport à la CNIL, on a fait un pas dedans. Sachant qu'il peut être interne ou externalisé. Non, enfin oui, mais difficile quelquefois de juger parti, donc de défendre ces données et de montrer qu'on le fait bien. Donc plutôt externalisé, c'est votre conseil? Externalisé, ouais, effectivement. Ensuite, une fois ça va faire plaisir aux prestataires qui sont dans le salon. Ensuite, une fois que vous avez nommé un DPO, on va dire qu'on a mis un pied dedans. Déjà, la CNIL est déjà beaucoup plus conciliante. Derrière ça, il faut considérer que votre DPO, c'est votre meilleur ami. Dès qu'il se passe quelque chose chez vous, vous le prévenez. Une vidéoprotection, je le préviens. Je pense avoir perdu une donnée, avoir cliqué sur un mauvais mail, je le préviens. Et voilà, vous vivez avec lui tout le temps et globalement... C'est l'agent de sécurité à la porte d'entrée. Exactement. Il vous dit quoi faire et comment réagir et s'il faut escalader plus haut quelquefois.
Ok, alors on vient de lancer un débat très anxiogène pour tous ceux qui nous regardent en se disant mais mince, j'ai pas de DPO. Alors rassurez-vous, c'est pas à la minute, tant que vous n'ouvrez pas de mail pendant notre table ronde. Donc lâchez les téléphones. Mais en tout cas, voilà, au-delà de ce débat sur la RGPD, on va revenir aux objets connectés. On a évoqué le numérique dans sa globalité. Est-ce que les objets connectés, on va le voir avec notamment nos prochains intervenants, qui sont très patients et je suis très fier d'eux pour en connaître certains qui ne le sont pas du tout naturellement. J'en doute pas. Juste avant de leur passer le relais, concrètement, au-delà du numérique dans l'usage qu'on en fait via nos ordinateurs, l'IoT, on en parle aussi dans la gestion des bâtiments. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom là-dessus? Comme ça nous fera une bonne transition justement par rapport à nos intervenants suivants. Il y a deux axes importants. On a la partie collectivité et la partie bâtimentaire. Il y a des obligations légales aujourd'hui avec le décret BAS qui importent dans des bâtiments qui accueillent du public de mettre en place des économies d'énergie. En extérieur, à aujourd'hui, et l'expérimentation avec Somme Numérique nous a fait grandir sur des cas d'usage et des besoins qu'on a pu expérimenter avec Somme Numérique. On a mis en place des capteurs de niveau d'eau. On a mis en place des capteurs de niveau de crue qui permettent de générer une alerte dans le cas où, sur un territoire donné, des fossés montent trop en charge, de pouvoir générer des alertes auprès des habitants. Toute cette partie-là, elle est liée à l'exploitation du réseau, 2 à des capteurs qui sont en extérieur et doivent être autonomes sur une donnée, et derrière d'avoir une plateforme qui permet de recevoir la donnée et de la traiter derrière. Donc là, la partie extérieure, on va démultiplier les cas d'usage et démultiplier les besoins pour apporter auprès des citoyens des services et de la sécurité. La sécurité, vous parlez de la sécurité de la donnée, l'IoT aujourd'hui peut rapporter de l'information et du contrôle de données supplémentaires. Sur la partie bâtimentaire, on agit sur 2 axes. Soit en fait, on vient déporter le réseau extérieur dans le bâtiment. On fait une couverture indoor et deep indoor dans des zones typiquement des parkings. Et dans le bâtiment, une fois que le réseau est déployé, même principe que l'extérieur. La seule différence où là on peut venir faire de l'amélioration, c'est qu'on va faire de la gestion technique de bâtiment. Et quand un capteur va apporter une information d'une température trop élevée, on peut aller générer et lancer une climatisation de manière automatique. Voilà. Et ça, c'est des choses assez simples à mettre en place aujourd'hui. Et on n'est pas autant sur du public, pendant des nouveaux bâtiments, les GTB sont souvent intégrés dans la construction. Sur les anciens bâtiments, on a une difficulté de câblage où, avec des nouvelles normes, on vient mettre en place des capteurs qui sont autonomes. Donc on peut très facilement et très rapidement déployer de l'IoT et des capteurs autonomes dans un bâtiment aujourd'hui. Alors, sachant qu'à ma connaissance, il y a une réglementation aujourd'hui qui impose à un certain nombre de bâtiments d'avoir cette GTB, cette gestion thermique ou technique en tout cas du bâtiment. Finalement, est-ce que c'est quelque chose qui est simple à mettre en œuvre? Est-ce que, alors je crois savoir qu'il y a un diagnostic à faire en amont. On n'avait pas forcément évoqué le fait d'aller sur ce sujet-là, mais on est dans un salon BTP Expo, c'est essentiel d'en parler. Concrètement, quelles sont les obligations que l'on a pour assurer ceux qui ont peut-être des locaux techniques, commerciaux? Est-ce qu'on peut rapidement faire un petit zoom là-dessus? Alors moi, je vais me limiter à la partie réseau. Ce que je peux dire, c'est que dans les acteurs avec qui on travaille aujourd'hui, on va aller faire des expertises qui vont être faites en termes de couverture de bâtiment. En gros, est-ce que le bâtiment est en capacité ou non de pouvoir recevoir des informations de l'extérieur? Oui, non. Et sur toute la partie énergétique, on s'appuie sur des énergéticiens qui vont, eux, faire les analyses complètes et qui vont aller donner, par contre, les actions à mener derrière. Le conseil qui va bien et Exactement. Ce qu'il y a à mettre en œuvre en tant que tel. On est sur eux, sur un accompagnement de plusieurs métiers. On va travailler en groupement et on va intervenir là où on a l'expertise. Ok, très bien. Écoutez, on va pas aller plus loin sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est bien d'avoir lancé le sujet de cette gestion technique et de voir comment finalement les objets connectés peuvent être au service et de notre quotidien de travail, mais également dans la gestion de bâtiments. Justement, on vient d'évoquer ça. On va passer le micro à Telerik. Bertrand Kick et Niels Trolson, qui sont 2 collaborateurs de Telerik. Niels, on vient d'évoquer la valeur ajoutée que l'IoT et les nouvelles technologies peuvent apporter à un bâtiment, pour la gestion en tout cas de ces bâtiments-là. Telerik propose des solutions pour la gestion de chantier. Est-ce que vous pouvez nous présenter le dernier objet que vous avez, en tout cas l'objet que vous développez et que vous avez présenté tout au long de la journée sur le salon? Oui. Donc moi, je vous invite juste à rapprocher un maximum le micro. On m'entend bien là? Voilà, comme dans un karaoké. Ok, nickel. J'en fais pas souvent. Alors, il faut demander à Bertrand, il y est très régulièrement, il saura vous dire. Tiens, si tu peux juste montrer le micro. Je pense qu'il y arrivera mieux que moi. Ouais. Tu mets le micro là, tu portes bien ta voix, tu vois, comme ça. Donc moi, je suis Niels Trolson, le directeur technique de Telerik. Telerik, c'est une entreprise qui a été fondée en 2007, qui fait des solutions de pointage et traçabilité.
Du point de vue de nos clients, la Je traçabilité. suis désolé, je vais insister. Est-ce que vous pouvez coller le micro parce que je pense qu'on vous entend pas très bien. On l'entend pas, on est d'accord, hein. On m'entend bien là? Là, on vous entend absolument. Nickel. Ouais, voilà, on peut l'encourager, hein, s'il vous plaît, hein. Voilà, absolument. C'est l'épreuve de feu. C'est l'épreuve de feu. Et vous devez tout ça à Bertrand. Donc voilà, si jamais vous devez en vouloir à quelqu'un, Il m'a remercié toute la journée. c'est ça. Rapprochez bien votre micro et on vous écoute. Ok, je vais essayer de faire un effort. Les solutions de traçabilité qu'on propose à nos clients, de leur point de vue, ça leur permet de prouver à leurs clients à eux que les prestations qu'ils ont vendues ont bien été réalisées et de gérer les non-conformités. Les solutions de pointage, c'est ce qui va leur permettre d'avoir de la visibilité sur les horaires de leurs collaborateurs. Donc concrètement, de savoir qui était où et quand. Aujourd'hui, moi, je suis venu vous parler de T-Time, qui est le projet sur lequel on est en train de travailler, qui est une solution de gestion du temps et des activités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un encadrant du terrain, il met plusieurs jours par mois à collecter les horaires de ses agents sur le terrain. Et c'est quelque chose qui est chronophage et qui est source d'erreur, parce que c'est fait manuellement. Avec T-Time, on a la possibilité de paramétrer dans le logiciel des règles qui permettent d'automatiser la validation des interventions des agents sur le terrain. Ce qui va dégager du temps aux encadrants. On propose différentes solutions de pointage, différents outils. Parmi ces outils-là, on a une application mobile qui propose, elle, différents modes de pointage. On a le pointage RFID. Alors le pointage RFID, ça va être du pointage en temps réel d'un badge RFID qui va permettre d'identifier le local où on a effectué le pointage. On a le pointage déclaratif. Ce qu'on appelle le pointage déclaratif, ça va être aussi un pointage en temps réel où l'agent va pouvoir saisir lui-même le lieu où il a pointé. Et on a le pointage différé qui reprend le fonctionnement d'une feuille d'heure mais digitalisée. Et en fait, toutes ces données qui sont collectées par l'application, elles vont remonter dans le logiciel T-Time et ça va permettre de calculer et de générer ce qu'on appelle les éléments variables de paie. Donc ça va être les heures travaillées, les heures de nuit, les heures supplémentaires, les paniers repas, etc., etc. Donc un outil de suivi, de pointage, vraisemblablement, et qui permet effectivement de gagner du temps sur l'usage et les actions que font les collaborateurs au travers de cet objet et l'application qui va avec. Bertrand, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur cette technologie, au-delà même de la valeur ajoutée que vient de nous évoquer Nils en tant que manager sur le gain de temps, le pointage? Est-ce qu'il y a d'autres valeurs ajoutées qu'apporte ce type d'outil au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée sur la dimension sociale, sur la dimension économique? Nous, pour bien positionner Telerik, on est une entreprise, comme l'a signifié Nils, qui existe depuis 2007. On est très bien positionné sur le monde de la propreté. On arrive sur le secteur du BTP, puisqu'on s'est rendu compte qu'on a des solutions qui s'adaptent à ce secteur, quand on a des équipes qui sont sur le terrain, sur les chantiers. Donc, il a expliqué, collecte de données, ça remonte en temps réel, c'est automatisé, etc. On est sur un vrai virage quasiment à 180 degrés. Ici, on est sur un terrain où les gens collectent encore les données au travers de feuilles sur lesquelles ils mettent leurs heures, sur du papier, ça reste dans le camion, c'est perdu, la nana ou le gars qui récupère ça à la fin pour faire les horaires, c'est très compliqué. Donc on a déjà cet angle qu'il faut pallier, c'est-à-dire la résistance au changement, d'expliquer qu'aujourd'hui avec un smartphone on peut faire des choses très utiles sans non plus trop perturber la manière de fonctionner de ces personnes. Après, qu'est-ce que ça change dans l'entreprise? On le voit dans le BTP, on a encore pas mal de personnel sur le terrain qui sont des gens de l'autre génération, donc le fait de digitaliser leur activité, ça peut les perturber initialement. Là où c'est intéressant pour eux, d'une, c'est qu'ils font vite le changement, c'est-à-dire qu'ils ont vite compris que inscrire que j'ai fait 7 heures aujourd'hui, c'est pas bien compliqué, je le fais une fois et c'est terminé. Ils comprennent aussi que derrière, ça va changer pour la personne qui va gérer la paye parce que tout est automatisé, donc c'est beaucoup plus simple. Et puis,
on n'a pas développé cet angle, mais sur cette solution-là, on a aussi la possibilité de faire de la signature électronique, de faire aussi de la prise de photos pour signaler des anomalies, etc. Donc, pour une personne qui est sur un chantier notamment, qui va intervenir, je dis n'importe quoi, sur la peinture, et que derrière, il revient 2 jours après, il se rend compte que sa peinture a été détériorée parce que quelqu'un est venu faire de l'eau ou quoi que ce soit, il peut attester initialement avec une photo et l'envoyer à son responsable ou au client, de dire, ben voilà, en termes de levée de réserve, où le travail a bien été effectué en temps et en heure. Donc ça aussi, ça peut changer la manière de travailler des salariés du BTP. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici. Donc est-ce que ça répond en partie à la question? Alors ça répond en partie à la question. Est-ce qu'il y a d'autres, parce que là tu as évoqué une dimension très sociale, Oui. sur le fait d'accompagner justement la digitalisation de certains publics. Est-ce qu'il y a une dimension économique? Est-ce que finalement quand une entreprise, vous allez la voir, est-ce que ce qu'elle voit c'est le gain de temps justement, de dire bah, finalement j'ai ces tâches chronophages que je ne vais pas faire, donc potentiellement je vais avoir un gain financier à ne pas les faire faire à certains de mes collaborateurs. Est-ce qu'il y a une dimension environnementale? Tu disais on économise du papier, potentiellement on va peut-être économiser du temps, on va peut-être éviter des allers-retours à des collaborateurs qui finalement revenaient au sein de l'entreprise pour pointer. Ouais. Est-ce que ces dimensions-là sont traitées par cet outil-là? Oui, on a eu des exemples, par exemple, où un client, un prospect nous expliquait que lui, pour attester finalement que le travail n'a pas été fait, mais que les agents étaient bien là, il attendait leur retour au dépôt, et puis certains prenaient des photos pour lui montrer, ben regarde, on a eu un problème, etc. À se travailler de cette manière-là. Donc c'est quand même assez rudimentaire. Et puis, on est vraiment sur le gain de productivité, parce que là, on va tellement gagner de temps finalement que tout ce temps que je passe une demi-heure le matin pour savoir si tout le monde est bien parti du dépôt en me levant à 6h30, une demi-heure le soir pour attester que tout le monde est bien rentré, ça je peux l'occulter. Et puis après, dans la manière de travailler, tu parlais de la partie peut-être RSE. À notre niveau, on travaille aussi avec des établissements qui sont à proximité. On essaie, dans la majeure partie du temps, mais on se fournit localement. Là, Niels pourrait peut-être en dire peut-être un mot, mais au niveau des cartes électroniques, c'est très local, hein. On va les chercher du côté de l'Oise avec des clients qui sont... Donc là, on va freiner aussi, réduire le côté transport de notre matériel. Et puis, on travaille ici avec un ESAT qui nous permet, lorsqu'on a des commandes de certains de nos solutions, puisqu'on a une quinzaine de solutions, qu'elles soient matérielles ou logicielles, on travaille avec un ESAT qui nous fixe les boutons, etc., qui nous permet de gagner du temps. Et tu permets aussi de faire travailler les entreprises du coin. Oui, donc il y a la dimension finalement, l'impact environnemental que vous avez vous en tant qu'acteur et producteur. Tu parlais des ads, tu parlais de sourcing local, et puis il y a l'impact que vous avez vis-à-vis de vos clients en disant bah, finalement on peut trouver des solutions qui font qu'on évite ces allers-retours-là. Au-delà de ces impacts-là, il y a une évolution en termes de technologie dont on a parlé aujourd'hui lors du salon, on parle d'IA. Est-ce que, alors je ne sais pas lequel de vous deux serait le plus à même de répondre à cette question, mais est-ce que finalement l'IA demain va changer quelque chose à la façon dont on appréhende ces tâches-là? Est-ce que c'est des choses que vous intégrez dans votre réflexion? Pas encore parce que la maturité du marché n'est pas là, ou au contraire vous l'intégrez parce que vous dites demain ça fera partie de nos réflexions? Niels pourra donner plus de détails, mais je sais qu'en interne, déjà sur le module contrôle qualité, qui permet d'attester des travaux qui ont été réalisés. On travaille déjà avec une intelligence artificielle qui va permettre de faire de la prédiction, de savoir quels sont les secteurs sur lesquels il faut être vigilant et les autres sur lesquels ça tourne tout seul. C'est bien ça? C'est ça. Oui, alors il n'avait pas du tout envie de répondre Niels, mais a priori il n'a pas le choix. Non, mais je pense qu'il a même largement d'aller dans les détails, mais c'est une des technos sur lesquelles on est en train de travailler, au moins sur la prédiction. Et l'idée, c'est pas, je vous rassure, c'est pas rentrer en détail, mais juste parce que, en fait, je voudrais qu'on comprenne bien. On est dans une table ronde liée à l'IoT, au numérique, aux solutions digitales. On ne peut plus aujourd'hui parler de digital sans parler d'IA. Voilà, je voulais simplement faire un petit zoom là-dessus. Nous, c'est là-dessus qu'on se positionne. C'est-à-dire qu'on sait, notamment dans le monde de la propreté, mais ça peut s'avérer aussi sur le monde du bâtiment, qu'on a des secteurs sur lesquels on a des managers. Ils ont 100 à 150 agents qui sont répartis sur différents chantiers. Et en fonction des données qu'on récupère, de toute la data qu'on récupère, on est à même à terme de prédire, de dire ici, souvent, ça se passe très bien, il n'y a pas nécessité d'aller faire un contrôle qualité ultérieur. Par contre, on se rend compte que certains chantiers sont en souffrance et que souvent des anomalies remontent ou l'insatisfaction du client est là. Donc c'est peut-être sur cela à terme qu'il faudra vraiment peut-être mettre 2 agents et pas 1, etc. Ouais, donc l'IA est au service plutôt de l'analyse de la donnée que finalement vraiment le gain de temps. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur ce qu'a très bien dit Bertrand. Non, globalement, c'est ça. En effet, on a une solution basée sur l'IA. En fait, si vous voulez un peu plus de détails, en fait, c'est un réseau de neurones qui va se baser sur les données de pointage dont je vous parlais tout à l'heure, justement, pour analyser le passé et faire des prédictions sur le futur.
le but du jeu, en fait, c'est de donner de la visibilité à nos clients sur voilà, tel chantier, vu les données de pointage. Si tu fais rien, dans 3 mois, ça va ressembler à ça, et dans 6 mois, ça va ressembler à ça. Et si tu veux pas qu'on en arrive là, voici la liste des choses que tu dois faire. Donc, on va faire aussi des préconisations basées, suite à ça. sur l'IA. C'est ça qu'on va proposer via cette solution-là. Merci pour cet ajout, parce que c'est bien plus complet que ce que nous a dit Bertrand, donc ça a vraiment apporté une valeur ajoutée. Merci c'est beaucoup. pour ça que je suis venu avec Nils. Alors, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, après, sur l'IA, c'est vrai que je pense que tout le monde, vous aussi, vous devez être aussi impacté par ça. Nous, on s'en sert aussi comme assistant. Alors, nous, on développe nos solutions nous-mêmes. Donc, moi, j'ai une équipe de développeurs. Et c'est vrai que maintenant, avec l'IA, c'est devenu un peu omniprésent comme assistant de code. Comme un outil. C'est ça. Donc, on s'en sert à la fois pour développer des solutions dont le moteur est basé sur des réseaux de neurones, donc de l'IA, mais aussi dans le développement en fait, de chaque projet, quoi. Merci beaucoup. Alors juste avant de donner la parole à Lucas, je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué par rapport au produit que vous proposez. Bertrand, c'est toi qui l'as évoqué. Tu as dit à un moment donné, en fait, on se retrouve parfois à mettre de l'IoT entre les mains de générations qui sont peut-être un peu moins tech-friendly. Est-ce que ce blocage, en tout cas ce frein au changement, là je m'adresse plutôt à vous, messieurs, est-ce qu'on le ressent au niveau départemental quand on parle de numérique? Est-ce qu'on a encore des zones blanches au-delà de l'accès à la technologie, mais est-ce qu'il y a encore des zones sur lesquelles les gens sont moins sensibilisés, sont moins ouverts à ça? Est-ce que ça se traduit dans le département? Est-ce que ça se traduit au niveau national? Je ne sais pas qui rebondit là-dessus en premier. Absolument. Aujourd'hui, on parle d'électronisme. Et donc, il se trouve que la Somme est fortement impactée justement par ces problématiques de fracture numérique. Donc, on va... ne serait-ce que de l'approche d'un ordinateur, déjà on a des poils qui se restent pour certains. L'allumer, c'est un autre problème. S'en servir, c'est encore un autre problème. On est évidemment dans un contexte où aujourd'hui on est en full des maths. Donc les procédures de carte grise, c'est en ligne. Carte d'identité, c'est en ligne. Et bientôt, vous pourrez piloter votre chauffage en ligne. On parlait d'IA, on est en plein dedans, effectivement. Donc quand à un moment donné, on aura une alerte générée par l'IA sur un tableau de bord d'objets connectés qui vous dit « Attention, là-bas, ça va déborder », si l'élu n'est pas au fait des choses, il n'ira jamais se connecter. C'est compliqué. Ouais, effectivement. Et ça, on ressent, nous, un retard au niveau du département, ou est-ce que ce qu'on vient d'entendre de la part de Nicolas est la même chose que ce que l'on voit à l'échelle du pays? En fait, dès qu'un problème est vu au niveau du département, on va avoir la même chose sur le national. Ouais, c'est un reflet de la société en général. Exactement. Et sur ce schéma complet du traitement de la donnée, qui est encore une fois on crée le réseau, on met le capteur et on traite la donnée derrière, ce qui va faire que ça va fonctionner ou pas fonctionner, comme vient de le dire Nicolas, c'est que la personne qui est derrière son écran ou qui va réceptionner l'alerte, elle se doit d'interagir, elle se doit de bouger. Si demain on met tous les éléments en place mais que personne ne fait l'action, il ne se passera rien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit à des solutions et on met en place des tests ou des nouveaux produits comme vous pouvez avoir qui vont au final aller remplacer la dernière personne qui va faire le test. Donc on n'est pas, comme on est sur de la création, on ne remplace pas une personne. Par contre, on va aller apporter un service de bout en bout et on va garantir une bonne continuité de service. Ok, très bien. J'aurais juste rajouté qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse dynamique en somme autour de cette médiation numérique, puisque c'est le nom que ça porte, cet accompagnement. Il est ventilé à la fois par les services de l'État, les services du département, les services régionaux. Voilà, ça pousse très fort. Il se diffuse voilà, partout. C'est matérialisé maintenant sous forme d'une feuille de route qui s'appelle Somme numérique ensemble avec tous les acteurs du territoire, public, privé. Donc aujourd'hui, oui, le train avance et heureusement. Merci pour ce rebond sur le sujet. On va passer à Lucas. Lucas Roguet, vous êtes cofondateur de Bloop. Je ne vais pas présenter la techno, je vais te laisser faire. Tu le feras bien mieux que moi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous avez développé comme technologie ? Oui, donc Bloop, on est une société qui, à la fois, concevons et commercialisons des produits de gestion et d'économie d'eau pour les besoins du bâtiment. Pour être un peu plus clair, la partie gestion, ça va être principalement tracer les consommations pour mieux connaître les usages de l'eau dans un bâtiment. Et la partie sobriété, c'est purement et simplement de l'économie d'eau. Donc vous avez des équipements qui vont être installés pour économiser de l'eau. Nous, chez Bloop, on a aujourd'hui plusieurs solutions qu'on est en mesure de proposer. Notamment un premier produit qui, alors pour le coup, est le seul de la gamme à ne pas être connecté, mais qui est assez essentiel. Ce sont donc, dans un kit regroupé des aérateurs et des régulateurs de débit. Donc par rapport à l'existant, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle des mousseurs. En fait, c'est plus souvent le nom technique exact, c'est limitateur. Donc son job, c'est de limiter le débit. Et il limite le débit, mais là où il est un peu moins efficace, c'est qu'il va aussi limiter bien souvent la pression par la même occasion.
Et donc ce qu'on a eu l'occasion de co-développer avec un partenaire industriel, ce sont des nouvelles générations d'aérateurs, on peut le dire comme ça, dont le rôle est à la fois de limiter le débit, mais aussi de conserver la pression initiale, ce qui fait qu'on ne perd pas en confort et il n'y a pas de contresens entre écologie, environnement et confort. Donc ça, c'est le seul produit low-tech. Ensuite, si on passe sur le sujet principal, sur l'aspect des traçages des consommations d'eau, on a un produit de détection de fuite qui s'installe après compteur général. Son rôle, il est assez simple, c'est de tracer les consommations pour mieux connaître les usages et proposer de la détection de fuite, c'est-à-dire que s'il détecte une fuite ou une anomalie, donc une anomalie, ça peut être quelqu'un qui passe dans un bâtiment public, qui se sert d'un robinet, si ce n'est pas un robinet à temporisation et qu'il le laisse ouvert, ben là on est en capacité de le constater et d'alerter le gestionnaire du bâtiment qu'il y a soit une fuite ou une anomalie, et donc du coup de lui proposer souvent deux solutions qui se limitent soit à je coupe le réseau, soit je le coupe pas. Donc ça, c'est sur la partie des détections de fuite. Et la plus grosse innovation qu'on porte chez Bloop, c'est ce qu'on appelle l'économiseur d'eau de chauffe. Donc pour vous, ça va peut-être pas dire grand-chose. En réalité, le cas d'usage est simple. Vous allez dans votre douche, vous allumez l'eau, et avant que l'eau chaude arrive, vous avez toujours de l'eau qui va s'écouler, donc qui est gaspillée. Alors cette eau, elle nous coule froide, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne payez pas le prix de l'eau froide quand vous perdez cette eau. C'est de l'eau qui est à chauffer, donc vous payez le double à peu près du prix du mètre cube classique. Et donc cette eau qui est chauffée, elle finit tout simplement par refroidir dans votre réseau. Ce qui fait qu'on perd à la fois la valeur de l'eau, mais aussi la valeur énergétique. Donc nous, ce qu'on souhaite faire avec l'économiseur d'eau de chauffe, c'est valoriser cette eau par un produit que vous venez adapter à l'infrastructure de robinetterie, donc au mitigeur. Il s'intercale entre les deux arrivées d'eau et votre mitigeur. Et le but est que cette eau, plutôt que de couler et d'être gaspillée dans le receveur, et ensuite de repartir dans le réseau d'assainissement, c'est plutôt que cette eau soit stockée sur le point, donc sur le dans notre produit qui est intercalé entre les arrivées d'eau et le mitigeur, et que cette eau froide, pour le coup, puisqu'on peut pas, il n'y a pas d'intérêt réel à la réchauffer, mais on va l'utiliser comme de l'eau froide classique qu'on utiliserait pour mitiger l'eau chaude. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser directement l'eau froide pour mitiger l'eau chaude, l'idée, ça va être d'utiliser cette eau qu'on a récupérée pour d'abord mitiger l'eau chaude avec cette eau froide pour faire de l'eau à température souhaitée. Et une fois que le réservoir s'est écoulé, la quantité du réservoir s'est écoulée, on repart sur le réseau. Donc ces produits-là, donc la détection et l'économiseur d'eau de chauffe, ils sont connectés par nature et on ne les a pas on les a pas conçus comme des objets connectés parce qu'on est des geeks et qu'on adore connecter des produits. C'est vraiment parce qu'il y a une valeur à apporter à l'usager et à l'usage lui-même. À l'usager, puisque soit en tant que gestionnaire du bâtiment ou soit en tant que particulier, il y a des vrais avantages à connaître sa consommation d'eau parce qu'on peut améliorer que ce qu'on connaît. Et si on ne connaît pas sa consommation d'eau, c'est un peu comme ne pas connaître sa consommation d'énergie. On ne peut pas savoir là où il y a des potentiels d'économie, des leviers d'économie. Et l'autre part, c'est à l'usage, c'est-à-dire on parlait un peu d'IA. L'IA, bien souvent, elle se réfère à des données qu'elle connaît, donc on lui a injectées. Et donc sur le secteur de l'eau qui est le nôtre, il y a assez peu de données, voire quasiment pas du tout après compteur, puisque légalement c'est un peu compliqué. Et donc du coup, l'idée, c'est plutôt d'apporter cette référence avec ces objets connectés en matière de consommation d'eau post-compteur. Il y a un peu moins de sujets RGPD pour nous, puisque en fait, on s'en fiche de savoir si vous appelez Tom, Lucas ou peu importe. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la consommation d'eau par rapport à quel usage. Et c'est grâce à ces données que demain, on pourra à la fois mieux connaître les usages, donc mieux optimiser nos usages dans le bâtiment, et d'une autre part, mieux connaître, donc, comme je le disais juste avant, les leviers d'économie. Alors justement, là on vient d'évoquer l'usage de la donnée sur la consommation. Est-ce que cette donnée que tu collectes finalement, est-ce qu'elle te sert également à faire évoluer ton produit, ton objet connecté? Elle sert à la fois à faire évoluer nos produits existants, donc tout simplement parce qu'on va constater grâce à cette donnée des trous dans la raquette, entre guillemets, des choses qu'on n'aurait pas identifiées. Mais l'avantage, c'est que comme c'est connecté, ça ne repose pas que sur du hardware, donc sur du produit, mais aussi sur du software, donc du logiciel. Et le logiciel, l'avantage, c'est qu'il peut être maintenu à distance versus on n'est pas obligé de remplacer un produit là où on peut améliorer une utilisation sur un logiciel. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, au-delà d'améliorer les produits existants, ça nous sert également à détecter, à déceler de nouvelles pistes, des nouvelles opportunités de marché sur le marché à la fois de la gestion et de la sobriété. Parce que
de par ces données, on en retire des insights qui vont nous permettre ensuite de développer des produits qui correspondent à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire des trous dans la raquette sur les sujets de gestion et d'économie d'eau. Alors justement là-dessus, est-ce que vous avez déjà des projets en tête? Est-ce qu'il y a déjà un recul par rapport à ce que vous avez pu collecter en termes de données? Est-ce que tu as déjà des nouveaux objets ou en tout cas des évolutions sur ton objet à toi? Alors sur notre produit, effectivement, il y a déjà eu des évolutions, notamment en matière d'usage. Alors c'est plus des évolutions software et comment on accompagne les utilisateurs plutôt qu'une modification physique, comme je le disais juste avant. Donc ça va être davantage détecter quels sont, par exemple pour un hôtelier, il va pouvoir avoir l'information selon la saisonnalité, selon le contexte dans lequel son client va venir chez lui, va prendre une chambrée, comment il va consommer et qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour diminuer sa consommation d'eau. Ça, c'est l'un vraiment des insights qu'on peut l'une des données qu'on peut récupérer pour permettre à nos clients d'améliorer leur approche envers leurs clients pour pour favoriser la sobriété de cela. Après, alors juste pour repréciser la question. La question c'était, est-ce que finalement les données que vous avez collectées maintenant vous font aller vers de nouveaux produits ou des évolutions de votre produit actuel? Et donc sur les évolutions de produits, effectivement, ça nous a permis d'identifier notamment aujourd'hui une grosse catégorie de produits qui sont la différenciation et la revalorisation, voire la réutilisation des eaux, on va dire, entre les eaux grises et les eaux un peu moins grises, on va appeler ça comme ça. Donc les eaux grises, pour tout le monde, c'est les eaux qu'on utilise par exemple pour se laver, les eaux qui vont être usées chez nous et qui ensuite vont partir dans le réseau d'assainissement. Par exemple, sur l'usage classique dans une cuisine, on peut avoir deux types d'utilisation de l'eau. Rincer ses légumes, donc c'est considéré comme de l'eau usée, sauf que c'est forcément moins usé que si, par exemple, on utilisait des produits chimiques pour nettoyer quoi que ce soit. Détergent ou autre. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait réutiliser l'eau de rinçage des légumes parce que finalement, on n'utilise pas de produits chimiques. C'est ça qu'on est en train de se dire. C'est par exemple ce genre de solution qui peut être imaginé aujourd'hui. Alors là, on parlait de ce cas d'usage précis, mais ça peut effectivement toucher d'autres usages dans le logement. Il y a vraiment une ambition profonde chez nous peu importe vraiment les usages d'une maison, à faire en sorte que demain, alors premièrement, on ne monte plus des douches qui ne récupèrent plus cette eau avant que l'eau chaude arrive. Ça, c'est vraiment l'un de nos mantras, mais plus largement, c'est de faire en sorte que l'économie d'eau soit pas entre guillemets, l'enfant pauvre du bâtiment, on va dire le sujet oublié, versus par exemple l'énergie qui est beaucoup plus présente et qui peut s'entendre puisque c'est des critères économiques qui sont plus importants que l'eau pour le moment. Et donc chez Bloop, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que la gestion de l'eau soit beaucoup plus intégrée dans la construction et la rénovation de bâtiments à l'avenir. Eh ben, impeccable, merci beaucoup pour cette présentation, merci pour vos témoignages, vos produits. Moi j'étais ravi de passer ce moment avec vous et de clôturer la série table ronde sur cette thématique-là. Je pense qu'on peut applaudir chaleureusement nos intervenants. Voilà, il y a aussi un fan club ici. Merci.